Bonjour à toutes, mesdames, j'espère que vous m'entendez correctement. Bienvenue sur ce nouveau webinaire relatif à l'emploi. Donc, le webinaire vous est proposé par l'association Rose Up, qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est refaire son CV. Refaire son CV lorsqu'on a été touché par un cancer et que du coup, on a aussi parfois une inactivité pendant plusieurs mois. Donc, l'atelier vous sera animé par Margot Théroux. Bonjour Margot, comment vas-tu? Bah bien, et toi? Je me suis mise en vert aujourd'hui. Je crois que c'est la couleur des cocus, non? Je sais pas, pas moi, donc je ne peux pas te dire, mais peut-être. Voilà. Voilà, Margot est présente maintenant depuis le mois d'avril, il me semble. Sur ces webinaires. Elle est coach à la Maison Rose de Paris et elle a été auparavant chasseuse de tête et elle gère les marques We On Board et Eworth and Associates. Donc, on est ravis de la retrouver. Lola te dit sur Zoom que c'est la couleur de l'espérance, le vert. Donc, tu vois, on n'a pas les mêmes références, Margot. Donc, Voilà. sans plus tarder, voilà, je vais laisser la parole à Margot. Juste un point technique, ce webinaire est diffusé originalement sur Zoom. Donc, vous avez un petit bouton Q&R en bas de votre écran. Oui, en bas de votre écran. Donc, questions et réponses, où vous pouvez poser vos questions, partager vos témoignages. Vous avez également une conversation. Donc, je vois Christelle, Sarah, Lola. Bonjour à toutes mesdames. Également, Séverine et Muriel, on est ravis de vous accueillir ou de vous retrouver pour certaines. Et j'en profite également pour saluer les personnes qui nous suivent sur la page Facebook de Rose Up Association, puisque l'atelier est diffusé en live. Alors, j'anticipe la question un petit peu logistique qui revient à chaque webinaire. Le support peut vous être envoyé si vous en faites la demande par mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Je répète, contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S, tout attaché en minuscule. Donc, je laisse la parole à Margot et je reviendrai tout à l'heure pour faire part de vos questions si vous en avez par rapport à la présentation de Margot et au CV. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Elodie. Bonjour à toutes et merci, Lola, de m'avoir dit que le vert, c'est la couleur de l'espérance. Alors aujourd'hui, j'ai mis une double dose de vert, donc on va dire qu'il y a il y a une double dose d'espérance et Dieu sait qu'on en a besoin, surtout en ces temps compliqués. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je vais vous demander si parmi vous, il y en a qui étaient là la semaine dernière et qui ont mis en place certaines astuces que je vous avais préconisées pour le confinement. On avait parlé de tout un tas de choses et du coup, je voulais savoir voilà, s'il y en a qui ont essayé des choses et qu'est-ce que cela leur a apporté. Alors, je vous laisse 2-3 minutes, le temps que vous puissiez éventuellement me les écrire. Mais pour celles qui ont manqué webinaire la semaine dernière, en fait, on avait, avec Elodie, évoqué tout un tas d'astuces pour mettre à profit le confinement. Donc, pour travailler aussi bien sur le fond de sa carrière que sur la forme. Et aujourd'hui, on va travailler sur la forme puisque je vais vous parler de ce sujet ô combien passionnant qui est le CV. Donc, voilà, je voulais juste savoir s'il y en a. Ah, bah, on a beaucoup de premières fois. On a Séverine, Christine, Catherine qui sont là pour la première fois. Et bien, écoutez, bienvenue mesdames. J'espère que vous allez apprécier cet atelier. Ah ben, Sarah aussi, bah, décidément, que de première fois aujourd'hui. Et ben, c'est pas grave. Sachez que tous les webinaires sont dispo en replay gratuitement sur la page Facebook de Rose Up. Donc, si jamais vous les avez manqués, ce n'est pas grave. Ben, voilà, Christelle, je viens de vous répondre. Oui, oui, tout est en replay sur la page Facebook de Rose Up. Donc, vous avez juste à regarder dans la liste des vidéos et vous allez forcément me trouver. Ah oui, Muriel aussi, eh bien décidément. Oui, pardon. Non, alors juste Hélène et Valérie nous saluent sur Facebook. Donc bonjour mesdames. Et on a sur Facebook pour l'instant pas de retour de personnes qui étaient là la semaine dernière par rapport aux astuces que tu as pu donner sur le confinement notamment. Bon, bah écoute, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, pour celles du coup qui viennent d'arriver, bah, bienvenue à Rose Up. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire spécial emploi. Et je vous invite du coup à regarder le webinaire en live de la semaine dernière qui était sur rendre utile son confinement. Et donc, sans plus tarder, celui que vous attendez tous, c'est comment valoriser son CV. Je crois que lorsque je suis à la Maison Rose de Paris, c'est peut-être la question qui vient le plus souvent. Et donc, le principe de cet atelier, je vais
prendre un CV. Donc là, je vais vous montrer le mien. Et je vais prendre le CV et je vais partir du haut jusqu'en bas. Et je vais vous parler de l'introduction, de l'expérience professionnelle. Je vous parlerai bien évidemment du cancer. Je vous parlerai du diplôme, des centres d'intérêt. Et enfin, pour celles, et ça c'est une nouveauté décidément, à la fin de l'atelier, il va y avoir une partie questions-réponses. Donc là, dans ces cas-là, je serai là pour vous et Elodie aussi. Et pour celles qui souhaitent aller plus loin, pour les adhérents de Rose Up, il y a un atelier cette fois-ci en groupe où je vais travailler sur les CV de chacune. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, le CV, c'est parti, mon kiki. Donc, avant toute chose, sachez que je suis une ancienne chasseuse de tête, comme l'a dit Elodie. Donc, j'ai travaillé dans le recrutement dans la finance à Londres. Vous les sentez, les clichés. J'ai travaillé pendant 3 ans. Donc, j'étais amenée à recruter des profils à la fois sur la France et sur l'Angleterre. Et je vais vous donner en introduction quelques règles que vous devez absolument respecter. La première règle, c'est d'éviter de tout mettre sur votre CV. C'est génial que vous ayez travaillé durant vos études, mais si vos études, elles datent il y a plus de 3 ans, je vous invite à ne pas le faire figurer sur votre CV. Ça ne sert à rien de raconter vos expériences de babysitting, de vos expériences des missions que vous avez faites pour celles qui ont travaillé durant leurs études ou quoi que ce soit. Ou même si parfois vous avez travaillé 3 mois et ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, mais au bout d'un moment, il fallait manger et c'était un job alimentaire, ne le mettez pas. Je vous invite à faire le tri dans les informations que vous allez mettre sur votre CV. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de cohérence. Si bien sûr vous vous êtes arrêté de travailler pendant 2 ans et que vous êtes éloigné de votre secteur et que pendant 1 an vous avez fait un travail dit alimentaire, d'ailleurs j'aime pas trop ce mot mais bon ça c'est pas grave, bien sûr mettez-le. Mais moi je parle surtout des jobs que l'on fait lorsqu'on est étudiante, on peut travailler, moi j'ai travaillé en tant que caissière chez Decathlon, typiquement mon travail de caissière chez Decathlon n'apparaît pas, pourquoi? Puisque au début, lorsque j'ai cherché mon premier job, il apparaissait parce que c'était des valeurs qui montraient le fait de travailler à côté de ses études, etc. Autant aujourd'hui, diplômée 5 ans, j'ai été diplômée il y a 5 ans, j'ai eu d'autres expériences professionnelles qui mettent en avant ces mêmes qualités, donc ce n'est pas la peine. Autre conseil, pour les personnes qui ont entre 0 et 10 ans d'expérience, je vous invite à faire tenir votre CV sur une page. Il y a des fois, vous allez dire « Oh là là, mais c'est pas possible ». Si, c'est possible parce qu'il y a des fois, en fait, on se rend compte que sur le haut du CV, vous avez la photo et les coordonnées qui prennent littéralement 1/3 de la page. Donc, sauf si on vous recrute pour être mannequin, mais la photo ne doit pas prendre 1/3 de votre page. Et donc, dans ces cas-là, réduisez cet espace au maximum pour mettre en avant vos compétences. Troisième conseil que je peux vous donner avant tout dans le préambule, c'est utiliser le langage actif. Bien sûr, mettez des verbes d'action, genre mise en place, alors ça c'est un nom, mais mettre en place une stratégie, développer, faire, etc. Le fait de mettre en place et le fait d'utiliser des mots d'action, ça va donner à votre lecteur la sensation que vous êtes une personne dynamique, active et que vous êtes force de proposition. Et enfin, quatrième petit point, soyez précis et évitez de mettre des très longues phrases. Donc, c'est-à-dire, je vous conseille de mettre des tirets, ou en anglais on appelle ça des bullet points. Vous savez, c'est les petites bouboules. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous allez voir mon support. Et donc, vous voyez des bullet points, c'est ça. C'est les petits points que l'on peut voir au début des phrases. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus aéré et ça va permettre à votre interlocuteur de savoir où poser le regard lorsqu'il va ouvrir votre joli CV. Et enfin, dernier conseil général, de ne pas mettre de pronoms personnels. On évite les phrases avec « j'ai fait ça »,« je sais faire ça »,« je me suis impliquée dans », etc. Non. Encore une fois, on met des verbes d'action, on met des noms d'action et on évite les longs discours. Il vaut mieux des actions, des faits, plutôt que des longues tournures de phrases. Je vous rappelle que le recruteur qui va avoir votre CV sous les yeux, qui soit en interne ou qui fasse partie d'un cabinet de recrutement, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être 10, 50, 100 CV. Et donc forcément, si on est sur des longues tournures de phrases, rien qu'en regardant la page, il va être fatigué. Il ou elle va être fatigué, donc autant rester hyper concis. Voilà
pour ces 5 conseils préambules. Donc, 1, on évite de tout mettre sur son CV. 2, on fait un CV sur une page si on a moins de 10 ans d'expérience. 3, on utilise un langage actif. 4, on est précis, on met des tirets et on évite les longues phrases. Et 5, on ne met pas de pronoms personnels. Voilà pour cette première partie. Ensuite, alors, le haut du CV. Alors, est-ce que le haut du CV, alors je vais vous montrer, je me suis prêtée à l'exercice. Je vais, hop, alors, je me suis prêtée à l'exercice de vous faire mon CV parce que la dernière fois, ça avait manqué. Et voilà. Le haut du CV, c'est ça là. C'est toute la partie où il y avait mon prénom, etc. Alors moi, c'est moi quand j'ai voulu postuler à une formation, donc ça n'avait absolument rien à voir avec un nouveau job. Rassurez-vous, je ne quitte pas Rose Up, loin de là. Mais le haut du CV, c'est cette partie-là. Voilà, j'ai voulu vous montrer pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Et donc, dans le haut du CV, je vous invite à mettre une photo ou pas, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de mettre de photo, ne mettez pas de photo. Dans les coordonnées, je vous invite uniquement à mettre votre numéro de téléphone et votre email. C'est tout. C'est-à-dire que votre adresse, je vous déconseille fortement de la mettre. Pourquoi ? Eh bien, sachez-le que parfois, certains recruteurs vont discriminer au sens propre du terme, c'est-à-dire se séparer d'une partie de la population auditée, en regardant les personnes qui vivent loin. À titre d'exemple, moi je me souviens que quand j'étais chasseuse de tête, j'avais une offre d'emploi dans le 78. Et je sais qu'un de mes collaborateurs qui bossait avec moi était sur la même offre d'emploi, on chassait tous les deux pour la même mission, et sauf que lui, en fait, il tapait l'adresse de la personne et il regardait si c'était loin, si le poste était loin du domicile de la personne. Et quand il voyait que c'était plus d'1 heure de trajet, il disait « Ah non, mais ça sert à rien, je suis sûre que la personne ne viendra même pas à l'entretien. » On n'en sait rien. Et donc, c'est pour ça que plus vous donnez des éléments, entre guillemets, en face pour vous discriminer, plus, en fait, c'est des petites choses, mais qui parfois peuvent jouer. Ça se trouve, en vrai, on n'en sait rien. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été status quo, c'est-à-dire que j'avais un candidat qui postulait, je me suis dit, c'est bien, l'adresse était indiquée dans l'offre d'emploi, techniquement, il sait lire, et donc, techniquement, il a vu que ce n'était pas à côté. C'est pour ça que moi, je supprime, vous savez, les espèces de zones d'ombre. Parfois, on ne sait pas pourquoi notre CV il a été pris. On supprime tout ça. Et donc, du coup, je vous invite à ne pas mettre votre adresse, sauf si vous estimez que ça peut être un avantage. Mais restez le plus factuel possible. Et donc, ce qui envoie à mon autre point, le statut familial, on oublie. Ne mettez jamais, ni si vous êtes marié, célibataire, veuf, pacsé, en couple, ni le nombre d'enfants pour celles qui ont des enfants que vous avez. Ça ne sert à rien. C'est juste, encore une fois, ça donne une raison de plus à votre interlocuteur de vous discriminer. Pourquoi ? Et généralement, je sais que alors celles qui m'ont à Rose Up Paris, je sais que j'en ai provoqué plus d'une, j'aurais dit, est-ce que le fait d'être marié ou d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants ou d'être pacsé, ça va changer quelque chose à votre professionnalisme ? Non. Et donc, si la réponse est non, c'est que ça n'apparaît pas sur le CV. Si vous avez une question en disant est-ce que je le mets sur le CV, est-ce que je ne le mets pas, posez-vous cette question. Est-ce que le fait de mettre cette information sur mon CV va influencer sur la façon avec laquelle j'exerce mon travail ? Non, parce que vous soyez marié ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, quoi qu'il en soit, ça ne veut pas influencer la façon avec laquelle vous faites votre travail. Et donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de la mettre sur le CV, si ce n'est de donner un critère de discrimination en plus à la personne face à vous et d'avoir votre candidature qui se fait évincer pour une raison qui est totalement non valable. Ensuite, le 4e point, c'est l'objectif professionnel. Alors, l'objectif professionnel dans le haut du CV, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous remontrer mon CV. Comme je vous le disais, c'était pour une formation. Alors, moi, j'avoue, j'avais mis mon adresse à ce moment-là, mais vu que c'était pour une formation professionnelle, autant vous dire que ce n'est pas comme si l'adresse a d'importance. Hop, ah voilà, j'ai perdu le zoom. L'objectif professionnel, vous voyez, c'est les 2 petites lignes là-haut, là.
c'est aborder l'égalité professionnelle, c'est d'être à la croisée des chemins de l'intime et du professionnel. C'est la raison pour laquelle je souhaite rejoindre vos formations. C'est tout bête, ça prend 2 phrases, 3 phrases en fonction de la plateforme que vous utilisez, mais ça permet en fait à votre interlocuteur de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous postulez, etc. Vous pouvez aussi mettre votre poste ou le poste que vous convoitez, par exemple responsable communication, ou voilà, dire passionné par les nouveaux moyens technologiques, je souhaite rejoindre votre poste en tant que directrice commerciale chez Orange, chez Free, chez Bouygues, voilà. Voilà, c'est tout bête, mais au moins, boum, on sait pourquoi vous êtes là. Ensuite, la partie expérience professionnelle. Alors, je vais vous donner, on va parler de 3 choses sur le corps du profil. Alors, le corps du profil, hop, on va repartager l'écran. Qu'est-ce que c'est? Le corps du profil, c'est votre partie expérience. Et c'est là où j'imagine pas mal d'entre vous se posent des questions, avec notamment la place du cancer dans tout ça. Donc, c'est ça, le corps. C'est là. C'est, vous voyez, c'est toutes ces missions-là. Et donc, le corps du profil, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est de faire attention aux ATS. ATS, c'est l'acronyme anglais, et je n'ai pas de synonyme en français. Pour celles qui sont sur Zoom, vous le voyez, c'est l'acronyme pour Applicant Tracking System. Donc, c'est-à-dire que c'est un système de suivi des candidats. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est un outil ordinateur qui est programmé pour, attention, identifier des mots-clés et faire remonter les CV qui correspondent aux critères établis par l'entreprise. Et aussi, deuxième point hyper important pour vous, ils peuvent être programmés pour exclure le chômage et la maladie. C'est des logiciels qui sont utilisés par 95% de grands groupes et 50% de PME. Je répète, il existe des logiciels appelés ATS qui sont là pour scanner les mots-clés, pour exclure dans certains cas le chômage et la maladie, et qui sont utilisés par 95% de grands groupes et 50% de PME. Donc concrètement, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé lorsque vous envoyez un CV que vous avez, alors que vous l'envoyez un jeudi à 23h, à 23h10, vous avez déjà une réponse négative? Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et bien sûr, en fait, avant que votre CV arrive dans la boîte mail de la personne qui recrute, il va passer à travers cette espèce de scan, un peu lorsque vous passez les frontières aux aéroports, et il va regarder les mots-clés. Et s'il voit qu'il y a des trous dans votre CV, s'il voit qu'il y a la maladie, s'il voit qu'il y a le mot chômage, s'il voit qu'il y a le mot cancer, etc., parfois, et là, malheureusement, on n'a pas les statistiques parce que ce serait un fait avéré de discrimination. Mais en tout cas, avec la Ligue, ils se sont rendus compte que des personnes, lorsqu'elles avaient le mot cancer ou chômage, ne passaient pas la première étape alors qu'elles disposaient de l'ensemble des compétences. Et donc, vous comprenez parfaitement que désormais, lorsque vous allez postuler à une annonce, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave, vous allez devoir impérativement avoir quasiment les mêmes mots-clés que ceux qui sont mis sur l'annonce. Ça fonctionne en système de miroir. L'annonce, il y a marqué ABCDEFGHIJKL, et bien sur votre CV, il faudra qu'il y a ABCDEFGHIJKL. Quand l'ordinateur va analyser l'annonce et votre CV, il va établir un pourcentage de matching, ça veut dire un pourcentage d'adéquation entre les deux, et à partir d'un certain pourcentage, il va envoyer soit votre CV dans la boîte mail de la personne, ou si jamais le pourcentage n'est pas atteint, mettons, on met 65% de compatibilité, et bien dans ces cas-là, votre CV va finir à la poubelle et vous allez recevoir un joli message. Malgré la qualité de votre candidature, nous ne souhaitons pas poursuivre, etc. Voilà, donc c'est ça. Donc quand celles qui ont suivi les webinaires, je vous parle très souvent de mots-clés et des choses comme ça. Les mots-clés, c'est hyper important et il faut absolument que vous parliez le même langage puisque, je vous le répète, 95% des grands groupes utilisent un ATS et 50% des PME.
Moi, je veux bien jouer, encore une fois, et c'est pour ça que je vous dis que n'hésitez pas, je sais qu'il y a des fois, à la fin, on me dit oui, mais j'ai peur de mentir. Non, au bout d'un moment, il y a les règles du jeu, il faut jouer avec les règles. Ils mettent des mots-clés, pas de problème, on va leur donner des mots-clés. Ensuite, deuxième point hyper essentiel sur la partie expérience. Donc, le premier était bien sûr l'ATS. Le deuxième est bien sûr le CV. Dans beaucoup de CV que je lis, qu'on m'envoie, que je regarde, généralement, je vois juste, un truc tout bête, hein, pour un responsable événementiel, organisation d'événements. Point. Et moi, pourtant, je vois que c'est dans une grande boîte et tout. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Comment ça, organisation d'événements, point? Ça veut dire quoi? Eh bien, dans le cas du CV, sachez qu'il est nécessaire de donner plus d'explications, puisque parfois, ça peut arriver que vous soyez face à une personne qui ne connaisse pas soit l'entreprise dans laquelle vous étiez, soit le contexte de l'entreprise dans laquelle vous étiez, ou soit l'industrie. Beaucoup de chasseurs de tête, et c'était mon cas, moi quand je suis arrivée en tant que dans la chasse en finance, j'ai fait un master en management, donc j'y connaissais absolument rien, et les 6 premiers mois, je les ai passés à me former sur le métier que j'étais en train de chasser. Donc, pour peu que vous tombiez sur un recruteur ou une recruteuse ou sur quelqu'un qui vient débarrer dans le secteur, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde de démarrer quelque part. Mais dites-vous que plus vous donnez de contexte et plus en fait vous donnez l'opportunité à votre interlocuteur de se projeter dans votre parcours. 3 choses qui sont à donner, c'est 1, le positionnement de l'entreprise sur le marché. Récemment, j'ai fait un diagnostic LinkedIn à une personne et il s'avère que son entreprise dans laquelle elle a travaillé dans le passé, c'était, je crois, l'entreprise leader dans les climatiseurs sur la région Grand Est. Alors, ok, c'était les leaders, mais moi, si elle ne me le met pas sur son LinkedIn ou sur son CV, je ne peux pas le savoir. Et donc, dans ces cas-là, sur votre corps, vous mettez le nom de l'entreprise, une petite ligne en dessous, entreprise première dans son secteur d'activité. Comme ça, vous donnez du contexte à la personne qui vous lit et elle peut se dire « Ok ». Donc, bien sûr, la première chose à mettre, c'est le positionnement de l'entreprise sur le marché. Alors, bien sûr, si vous travaillez chez L'Oréal, Coca-Cola, bon, on évite, hein, c'est connu. Deuxièmement, votre place dans la hiérarchie. Manager, ça veut dire quoi? Combien de personnes vous avez managé? Et enfin, bah voilà, quelques mots, si possible, sur l'objectif du poste. Mais surtout, de donner du concret. C'est-à-dire que je vais reprendre mon exemple pour la personne qui organise des événements. Entre organiser un événement pour une asso de quartier de 15 personnes qui se retrouvent une fois par mois et organiser un événement au Stade de France, on est peut-être sur le même métier, mais on n'est pas sur les mêmes compétences. Donc, à la personne qui travaillait dans un grand groupe, j'ai dit bah, bien sûr, je lui ai dit mais mets le nombre de personnes qui étaient à ton événement. Organisation d'un événement de 4000 personnes dans un contexte international compliqué avec la question du sanitaire, etc. Et là, bah oui, si vous travaillez chez Orange et que vous voulez aller chez SFR ou chez Free ou chez Bouygues, bah oui, effectivement, enfin, on est dans le même contexte. Donc, bien sûr, pensez à préciser. Troisième contexte, c'est bien sûr de vous, j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est d'adopter une posture active. On ne s'intéresse pas à ce que vous avez fait, mais on s'intéresse bien sûr à votre réussite. Comme je vous le disais précédemment avec le contexte, ne dites pas production de rapports financiers, mais production de rapports financiers, diminution du délai de production de 5 à 3 jours. Voilà, là on est dans le concret et là on se dit, ok, je vois ce qu'elle a fait. Et enfin, 4e question sur le corps du CV, c'est bien sûr la question du cancer. Et la question du cancer, à chaque fois qu'on l'aborde et à chaque fois qu'on fait cet atelier avec Élodie, on a toujours beaucoup de questions, beaucoup de partages et c'est un atelier qui est extrêmement riche. Il y a plusieurs stratégies. Et encore une fois, je ne vais pas vous dire de faire telle ou telle stratégie. Je vais vous demander de choisir la stratégie avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. L'idée, c'est pas que vous arriviez en entretien et que vous soyez rouge tomate et que vous ne vous sentiez pas bien et que vous ne dormiez pas la veille d'un entretien d'embauche. Le but du jeu, c'est que vous arriviez confiante, warrior, une posture assumée, les épaules en arrière, voilà, comme ça, et que vous y allez en mode on y va. Il y a plusieurs stratégies. Premier cas, vous pouvez... Alors, ça dépend bien sûr si vous êtes en poste ou si vous avez démissionné. Si vous êtes en poste, la question ne se pose pas. Vous laissez
vous laisser votre entreprise actuelle, puisqu'encore une fois, vous étiez malade et vous étiez encore membre employé par votre entreprise. Donc, la question ne se pose pas. Par contre, c'est plus pour les personnes qui ont démissionné, qui ont été victimes d'un licenciement abusif à cause de la maladie, etc. Là, c'est là où il y a plusieurs cas. Pour les personnes, vous avez plusieurs cas. Vous pouvez finalement, premier cas, choisir de ne pas mettre le cancer, ne pas mettre votre arrêt sur votre CV, et de laisser votre entreprise en tant que poste actuel, même si ça fait moins d'1 an que vous avez démissionné. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si par contre, ça fait un peu plus d'1 an que vous avez démissionné, que vous êtes parti, etc., la deuxième option, c'est de vous créer virtuellement, entre guillemets, une activité en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire en tant que micro-entreprise. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de mentir, ce qui se comprend, ou de faire croire que que vous êtes encore dans votre entreprise actuelle, vous pouvez donner l'illusion que vous avez voulu partir pour monter votre auto-entreprise et qu'effectivement, après une année passée en auto-entreprise, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait pas. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement de valeur. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je vous donne plusieurs options. Après, vous faites celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et j'insiste vraiment. Ensuite, je vais vous montrer une initiative qui s'appelle The Unstoppable Resume, qui est une initiative qui a été développée par la Ligue. Et en fait, comme vous pouvez le voir, alors la condition pour faire ça, c'est d'avoir un compte LinkedIn. Et en fait, eux, ils vont créer un faux CV avec un blanc, avec des mots-clés pour être sûr que vous puissiez passer... Ah non, c'est Cancer at Work, pardon. Que vous puissiez être... Enfin, 1, 2, 3, pour que vous soyez sûr que vous passiez les ATS. Donc, en gros, vous vous connectez. Alors, attendez, je vais voir s'il y a la petite vidéo. Hop. Les Applicant Tracking Systems sont des logiciels de recrutement utilisés par la majorité des entreprises. Ils sont programmés pour rejeter la maladie, l'inactivité ou les périodes blanches sur les CV. Aujourd'hui, pour les anciens malades, retrouver un travail relève presque de l'impossible. Cancer at Work, une association luttant pour concilier maladie et travail, transforme la période blanche dans un CV en un véritable atout pour être recruté avec The Unstoppable Resume. Sur unstoppableresume.com, les anciens malades connectent leur compte LinkedIn pour créer leur propre CV. Ils sélectionnent les soft skills acquis pendant leur combat contre la maladie. Un blanc est automatiquement généré, rempli de mots-clés écrits en blanc. Alors, juste, je vous le précise, attention, hein, ça va faire un blanc sur votre CV. Donc, je vous remets juste cette partie-là. Pendant cette période, je n'ai pas eu de MBA à Harvard. HEC ou l'ENA n'était pas au programme. Mais je me suis battue pour ma vie. Avec mes proches, j'ai développé mon esprit d'équipe. L'attente des résultats a mis ma patience et ma gestion du stress à l'épreuve. Dans les moments compliqués, j'ai toujours gardé ma motivation et mon sens de l'humour pour surmonter les obstacles. C'est grâce à ma détermination que j'en suis là aujourd'hui. Mais mon combat est vain si je ne peux pas exprimer toutes ces compétences devant vous. Donc ça, c'est une option que, alors encore une fois, attention, hein, ça fait un blanc sur votre CV. Et donc, ça va créer un blanc sur votre CV avec des mots-clés qui vont passer le premier filtre des ATS. Mais une fois passé, ça veut dire que lorsque vous allez avoir la personne, elle va avoir un blanc sur votre CV, elle va se dire qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est la troisième option. Et la quatrième option, c'est une option, encore une fois, ça dépend de vraiment comment vous êtes. C'est si jamais, voilà, vous n'avez pas envie de mettre ça en blanc et vous voulez le faire indiquer en disant j'ai été une warrior, j'ai vaincu la maladie, j'ai dû m'organiser, je suis devenue résiliente, etc. Et là, je suis en train de penser à une option qu'elle je n'avais pas imaginée. Ça peut être une autre option, ça peut être de dire que vous avez décidé de vous concentrer sur des projets personnels. Ça peut être une formation, ça peut être l'écriture d'un bouquin. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de témoigner, de partager, qui écrivent des bouquins et je ne peux que les saluer et les féliciter. Ça peut être l'envie de se retrouver auprès de ses proches aussi. Donc voilà. Donc, vous avez vraiment ces 4 stratégies. Donc, je vais vous les répéter. La première stratégie,
c'est de ne pas mettre le cancer, de ne pas faire apparaître le cancer sur votre CV et de laisser votre entreprise en tant que poste actuel. Je vous invite à utiliser cette stratégie uniquement si ça fait entre, allez, max 9 mois quand même, parce qu'un an, ça fait beaucoup. Max 9 mois que vous êtes parti. La deuxième stratégie, d'utiliser le Unstoppable résumé de l'association Cancer at Work, mais attention avec le risque que quand la personne va se retrouver avec votre CV entre les mains lorsqu'elle va l'imprimer, il va y avoir un blanc. La troisième option, c'est de mettre le cancer tout court et de faire la même chose, mais de façon non transparente, en disant, bah voilà, j'ai pas eu de MBA à Harvard, HEC ou ENA, mais j'ai développé mon esprit d'équipe, l'attente des résultats m'a mis ma patience, j'ai toujours gardé mon sens de l'humour, etc. La quatrième option, ça peut être de vous inventer une carrière, une vie en tant qu'auto-entreprise pendant un an. La cinquième option, ça peut être marqué projet personnel et vous pouvez dire que vous avez suivi une formation ou que vous avez voulu que vous étiez, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous êtes dans une association, mais que vous étiez active d'une association, que vous étiez trésorière, etc. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour reprendre ce film. Je crois que c'est Astérix Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. La principale étant que vous soyez alignés et que vous puissiez la défendre. S'il y en a parmi vous qui sont totalement à l'aise avec leur cancer et qui en parlent, qui peuvent en parler dans la sphère professionnelle dans un premier entretien, aucun problème. Mais par ailleurs, si jamais il y en a au contraire qui ne veulent pas en parler parce que pour diverses raisons qui leur sont propres, aucun problème. Il n'y a pas de jugement. Le but étant que vous ayez une de ces 5 options qui puisse être en alignement avec vous-même. Voilà. Alors voilà, une fois qu'on a fini ça, je pense qu'on a traité un gros partie de l'atelier. Donc là, il va rester le diplôme. Bien sûr, parler de votre diplôme qui peut être soit une licence, soit un master, comme pour le poste, donner des éléments. Si vous avez fait un mémoire, pour celles qui ont fait un mémoire, c'est toujours du bonus. Et enfin, les centres d'intérêt. Sachez qu'il y a des fois, il y en a qui ne le mettent pas, il y en a qui en mettent. Les centres d'intérêt n'en disent plus sur vous que vous ne le pensez. Et donc, n'hésitez pas à mentionner vos compétences informatiques, linguistiques, mais également vos passions. C'est le moment. S'il y en a parmi vous qui êtes passionnés de flamenco, eh bien, n'hésitez pas que vous faites du flamenco. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont passionnés de tricot. N'hésitez pas à le mettre. Pourquoi ? Puisque moi, je sais que quand je recevais les personnes en entretien, c'était un bon briseur de glace. C'est-à-dire que quand je vois que la personne elle était hyper stressée, je regardais son CV, je regardais ses patients, je fais bon, on va lui faire parler de quelque chose qui lui plaît pour la détendre. Et donc, je voyais qu'elle avait fait du football. Et ben, j'ai dit, bah alors, vous avez fait du football, à quel niveau, etc. Voilà pour le fond. Pour la forme, je vais vous montrer un joli site qui est top. Alors, le temps que je le charge, ça s'appelle Canva. Canva.com. Alors évidemment, c'est toujours le moment où je veux partager mon écran. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'il y en a qui me disent « Oh là là, mais Margot, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de CV. » Je vais dire « Aucun problème, il y a une solution à tout. Ne vous inquiétez pas, on trouve. » Alors, pour la forme, maintenant qu'on a travaillé le fond. Je vous présente Canva, donc ça s'écrit canva.com. Canva est un site de design gratuit que vous pouvez utiliser pour à peu près tout ce que vous faites. Vous pouvez, s'il y en a parmi vous qui êtes des entrepreneurs, vous pouvez faire des publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, si vous voulez organiser un événement, quand le confinement sera fini. Vous pouvez faire des affiches, des invitations, des brochures, des annonces, des billets, des programmes événementiels, de la couverture d'un événement Facebook. S'il y en a parmi vous qui travaillent dans le marketing, vous avez bien sûr des annonces et vous avez des choses pareilles pour l'impression. Si vous avez envie de faire graver un t-shirt « Je suis une warrior », eh bien, vous avez tout ce qui est possible. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est gratuit. Bon, alors, je me doute que vous ne voulez pas faire de carte postale, quoique. Et vous avez la possibilité de faire un CV. Et ça, c'est génial parce que je vais vous montrer, il y a plusieurs modèles et c'est hyper intuitif. Moi, je sais que j'ai... Ben voilà, vous voyez, vous avez plusieurs types de CV. Ce sont des CV qui sont assez créatifs. Par exemple,
moi, je voudrais faire quelque chose, voilà, quelque chose. Alors bon, là, c'est clairement, on est vraiment sur le côté hyper artistique. Mais voilà, moi, je travaille allez, je me dis, tiens, ce CV-là, il me convient bien. Et donc, vu que ce CV me convient bien, je vais cliquer dessus. J'attends un peu. Bon. Vous pouvez bien sûr, évidemment, on va pas se créer des mots de tête. Et donc, en fait, vous voyez, vous avez le titre manager au social media et en fait, vous pouvez double-cliquer et modifier. Voilà. Si je peux mettre, responsable recrutement, voilà. Je peux faire ça. Si jamais je trouve que cette partie-là, elle est trop grande, hop, je la sélectionne et je la baisse. Si je me dis que ça, c'est pas mal, hop, je sélectionne tout et je copie-colle et voilà, j'ai une nouvelle expérience. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire plein de choses. Vous pouvez supprimer les designs, etc. Et en fait, vous avez juste à remplir les cases. Alors, bien sûr, ce sont des CV qui sont ultra créatif. Après, encore une fois, vous avez la possibilité de trouver des CV beaucoup moins classiques, beaucoup moins dans le design. Et vous voyez, vous avez tout type de modèles. Comme je vous ai montré, on a des modèles qui sont beaucoup plus simples, d'autres beaucoup plus exubérants. Vous voyez, là, on est sur quelque chose là, on est sur quelque chose de classique. Après, vous pouvez choisir, vous pouvez modifier le fond. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses. Celui-là, il est très bien, par exemple. Moi, je le préconiserais. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, mais j'aime bien le côté double colonne. Si bien sûr, il veut charger. Ah, ça, c'est les aléas du direct, ça. Voilà. Alors là, hop, alors, vous voyez, vous avez le profil. Alors là, on a le petit laïus. Vous avez le contact. Vous mettez l'adresse mail, ça suffit, et le numéro de téléphone. Vos compétences qui sont là, la formation et et vous rajoutez 2-3 expériences. Si vous dites, attendez, la formation, elle est un peu trop grande, moi, je trouve que c'est un peu... voilà. Et on peut voir aussi les petites lignes roses qui vous aident à bien positionner les cadres. Voilà. Et là, par exemple, là, il a compris que moi, je cherchais des CV classiques. Et bien, typiquement, voilà, on est sur un CV beaucoup plus traditionnel. Ça, par exemple, je pense que c'est des choses qu'on peut voir un peu plus au quotidien. Voilà, un CV un peu plus traditionnel avec les contacts, les compétences avec le système des évaluations, l'expérience professionnelle, etc. Voilà, vous avez CV moderne, CV simple, CV avec une infographie. Donc voilà, j'ai terminé pour le fond de cet atelier et comme d'habitude, ou en tout cas pour celles qui ne le savent pas, c'est le moment questions-réponses. Attention, Élodie, on est prête. Alors, on a quelques questions sur Facebook notamment. Donc, on a Farida qui te remercie pour son intervention et les informations. On a également Hélène qui te remercie pour ces petites techniques motivantes qui sont géniales, je cite. Alors, Dorine qui a 58 ans. Alors, je pense que peut-être préciser votre question, votre commentaire, Dorine. Et on a Hélène voilà, qui nous partage comme quoi le fait que ce ne soit pas simple de refaire un CV, surtout passer la cinquantaine. Et on a une question de Sophie qui demande si on met notre âge sur le CV. Non. C'est un non catégorique. Alors ensuite, on a Micha qui nous demandait aussi sur Facebook l'adresse pour recevoir le support. Alors, je vous la redis une deuxième fois, Micha. Donc, c'est contact au singulier, .bordeaux, comme la ville de Bordeaux, @maisonrose.fr. Maison avec un S, rose sans S. .fr, tout en minuscule attaché. Donc, contact.bordeaux, @maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. Alors, on va passer aux questions et aux témoignages sur Zoom. Donc, Christine, du coup, on ne met pas sa date de naissance? Non. Christine, dites-vous que toute information qui ne va pas influencer sur la bonne exécution de votre travail est inutile et source de discrimination possible.
Donc, votre adresse mail, bah oui, on en a besoin pour vous envoyer un message. Votre numéro de téléphone, oui, mais l'adresse, votre âge, on s'en fout. Non, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais je veux pas que quelqu'un... En fait, c'est horrible à dire, mais quand les personnes vont voir les détails personnels, la lecture du CV va être biaisée. Ils vont se dire, ah bah non, trop âgé, pas assez âgé, trop jeune, pas assez jeune, pas au bon endroit. Donc, on coupe court au débat et on reste factuel. Alors, on a également Christine qui demande les diplômes anciens. Est-ce qu'on met leur date aux diplômes qui peuvent avoir peut-être 20 ou 30 ans? Non plus. Ne mettez pas les... donc, encore une fois, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que si on met la date d'un diplôme, on peut imaginer l'âge. Mais ne mettez pas la date du diplôme ça peut être source de discrimination pour les personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience. Voilà, donc pour les personnes qui ont à partir de 45 ans, 50 ans, puisque j'ai entendu horrifié une fois quelqu'un dire qu'on était senior à partir de 45 ans, j'étais « ah bon ?» Première nouvelle, donc non, on évite. Alors, on a également Séverine qui demande sur Zoom, qui te remercie pour ces informations. Après 20 ans d'expérience, comment choisir ce qu'il faut garder dans les expériences professionnelles? C'est une question qui revient assez souvent. Dans ces cas-là, Séverine, déjà, vous avez la possibilité de faire un CV sur 2 pages pour vous. Alors, c'est pas ce qu'il faut garder, mais ça dépend. Est-ce que vous avez eu plein de CDD? Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à regrouper cette période de CDD sur une seule et même période. Pourquoi pas? Et dans ces cas-là, vous mettiez que vous étiez consultante au sein d'une entreprise et comme ça, en fait, on voit que vous avez fait plusieurs CDD. Ça dépend vraiment, en fait. Est-ce que dans ces expériences, vous avez passé 20 ans dans la même entreprise? Et bien dans ces cas-là, allégez un petit peu ou alors montrez votre évolution de poste avec pour chaque poste, à chaque fois, 3 missions significatives. Il y a plusieurs options, mais après, déjà, vous avez la possibilité de faire votre CV sur 2 pages puisque vous avez plus de 10 ans d'expérience. Merci Margot. On a également donc Séverine qui te redemande pour les diplômes, on met juste les diplômes sans les années, c'est ça, d'acquisition? Ouais. Pour les personnes dont l'âge peut être motif à discrimination. Alors, on a Christelle qui a posé plusieurs questions. Donc, bonjour Christelle, on va en revenir. Alors, pour les diplômes, devons-nous toujours mettre les stages de 4 à 6 mois? Non. Sauf si vous êtes dans une reconversion et vous estimez que ça apporte de la valeur ajoutée, mettons que vous travaillez dans la comptabilité et que là, vous êtes en train de vous former pour devenir ébéniste, oui, mettez votre stage. Mais sinon, non. Moi, les stages de fin d'études et les stages, je les ai tous... Il n'y a plus. Christelle qui demande également pour les centres d'intérêt dont tu as parlé tout à l'heure, pour la partie sportive, est-ce qu'il faut être licencié d'une fédération pour les mettre? Pas du tout. C'est tout ce qui vous amuse. Alors, une fois, j'ai vu juste quelqu'un marquer apéro. Bon, ça, je déconseille. Marquez œnologie si vous avez des grandes connaissances en vin, surtout dans la région de Bordeaux, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. Mais apéro, on évite. Alors moi, j'avais aussi une petite anecdote justement sur les centres d'intérêt. Je pense que comme l'a dit Margot, pour tout ce qu'a dit Margot, c'est de se sentir à l'aise pour pouvoir le défendre justement lors de l'entretien. Parce que le CV, c'est juste la première étape pour arriver au Graal de l'entretien, entre guillemets. Il faut être à l'aise et il faut savoir défendre chaque ligne, chaque mot que vous avez mis sur votre CV ou votre lettre de motivation. Et je sais que par exemple, moi, j'aime beaucoup la bande dessinée. J'avais mis un centre d'intérêt et un test, un entretien test avec un de mes professeurs à l'époque à Sciences Po m'avait demandé, très bien, vous adorez la BD, le festival d'Angoulême, il a lieu à quelle date? Et je le savais, mais j'ai eu un blanc, je sais pas, j'ai eu un blanc comme ça d'un coup. Et il m'a dit, non, voilà, quand vous mettez le centre d'intérêt, il faut quand même savoir un petit peu, pas le défendre, mais faut montrer que vous vous connaissez. C'est-à-dire que si vous mettez kayak, il faut savoir comment ça se fait, comment sortir, enfin voilà, comment ça se prépare, où est-ce que vous en faites. Je sais qu'il y a certains centres d'intérêt qui sont un peu plus appréciés, donc les gens les mettent pour faire, pour se donner un style ou de la contenance ou peu importe, mais si vous n'arrivez pas à le justifier, ça ne passera pas forcément. Voilà. Donc, alors, Samia nous demande, est-ce que cela sert vraiment de spécifier les centres d'intérêt, les loisirs? Non, c'est vraiment de la... Encore une fois, de la chantilly sur le gâteau, quoi. C'est du bonus. Après, c'est toujours fun, mais si vous n'avez pas la place, ne mettez pas. Mais voilà, c'est juste, ça peut être sympa.
Alors, on a également Lola. Elle a travaillé plus de 16 ans dans différents cabinets comptables, puis dans 4 entreprises pendant 2 ans. Est-ce qu'elle peut les regrouper et si oui, comment? Parce que je suppose que Lola, vous avez d'autres expériences professionnelles que vous voulez mettre en avant. Yes. Est-ce que Lola, vous étiez en CDD ou c'est des CDI qui se sont mal terminés ou qui se sont terminés tout court? Ça, c'est une vraie question et comme ça, je pourrais répondre. On vous laisse nous spécifier, Lola. Alors, Christelle, justement, je revenais sur Christelle. Si les questions sont abordées au cours de l'entretien, que devons-nous répondre par rapport au cancer, j'imagine, et est-ce que ce sera abordé au cours d'un autre webinaire? Donc, il me semble qu'on a un webinaire dédié aux entretiens. On a déjà fait un, Christelle, au mois d'avril ou de mai. Donc, si vous voulez aller voir sur la page Facebook de l'association Rose Up ou sur notre chaîne YouTube, il doit être maintenant en replay. De toute façon, il est sur Facebook, quoi qu'il en soit. Et il me semble que ça sera abordé lors d'un autre webinaire. Margot, je ne sais pas si tu veux... Oui, totalement. C'est vrai que j'aimerais bien vous répondre avec... si je veux vous répondre avec toutes les nuances, etc., vaut mieux en attendant que vous regardiez le webinaire, comme l'a dit Elodie, et ensuite, on en reparlera. Alors, Lola qui précise, ce sont des CDD en entreprise et dans les cabinets, c'est des CDI. Et c'était par rapport au statut familial avec enfants, etc. Je pense que la collaboration professionnelle s'est terminée. Ok, dans ces cas-là, vous allez faire libre à vous, Lola, de jouer votre éthique, mais bon, moi je me dis autant jouer les mêmes règles du jeu. Ne pas hésiter à marquer que c'était des missions en indépendante. Non, me frappe pas, je suis toujours gentille. Voilà, moi je me dis dans ces cas-là, soit vous mettez que vous étiez en indépendante et que vous avez fait 4 missions différentes, et voilà. Moi, je sais que j'ai des personnes qui me l'ont fait quand j'étais en finance, des experts comptables, pareil, qui ont mis qu'ils étaient indépendants, etc. C'est pas grave, on ne juge pas. Ce qui compte, c'est que vous sachiez faire vos métiers, pas dans quelle fonction. Je ne suis pas responsable. Non, voilà, si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, en fait, Lola, soit vous pouvez, si vous êtes adhérente chez Rosa, vous pouvez vous inscrire, comme disait, à la mise en pratique pour le CV. Nous appeler pour qu'on puisse en parler et vous inscrire. En fait, parce que là, à ce moment-là, vous pourrez partager les CV avec... voilà, Margot pourra... donc ce sera en visio, mais elle pourra vraiment voir voilà, sur votre CV à vous. En fait, si vous avez quatre, si j'ai bien compris, 4 expériences professionnelles différentes, avec deux en tant que CDD en entreprise et 2 dans des cabinets d'experts comptables ou de comptables en tant que CDI, c'est peut-être juste aussi je pense que vous avez fait la même chose, vous avez les mêmes compétences, les mêmes missions, donc c'est peut-être plus de les regrouper. J'allais dire, après, peu importe que ce soit CDI ou CDI, parce que ça s'est terminé de toute façon. Donc, peut-être juste les regrouper et mettre l'accent sur les compétences que vous avez développées durant voilà, vous avez fait quasiment la même chose. Voilà. Du coup, moi, j'accentuerais sur vraiment développer les compétences et les missions que vous avez faites. Et du coup, ne pas mettre CDD ou CDI, c'est quelque chose qui pourra après arriver en entretien si jamais on vous pose la question et si ça intéresse la personne qui vous fera passer l'entretien. Alors, on a également une autre question de Marie. Bonjour Marie. Si on détaille nos missions pour chaque expérience, faut-il refaire un encart avec la liste de nos compétences pour que ce soit plus clair ou est-ce que ça peut faire doublon? Si par exemple, toi, quand tu disais de mettre l'accent sur la réalisation, sur le verbe, et si, comme tu l'as montré sur certains CV dans Canva, parfois on a une petite colonne ou un petit encart compétences, est-ce que du coup, ça ne fait pas redondant? Non, pas du tout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai fait sur moi, donc comme ça, au moins, j'ai des exemples concrets. Là, par exemple, j'ai à droite toute mon expérience professionnelle et puis j'ai les compétences qui sont sur la gauche. Donc, on voit que moi, ce qui me passionne, c'est l'égalité, la mixité, le conseil, l'accompagnement, la communication, l'enseignement. Donc, non, ça ne fait pas redondant parce qu'en fait, il y en a on est sur des bullet points et on va avoir des missions hyper spécifiques. Et en fait, dès qu'on va voir, on va se dire, OK, je suis face à ce type de personnes. Et puis, en plus de ça, techniquement, je pense que Marie, il y a quand même une certaine logique dans votre parcours. Et donc, du coup, si vous avez des compétences qui se répètent, c'est bien de les mettre à part, puisqu'au moins, on sait qu'on va les retrouver dans chacun des postes. Alors, on a aussi une question sur Facebook. Mesdames, je ne vous oublie pas. C'est juste qu'on a beaucoup de questions sur Zoom. À l'origine, l'atelier est diffusé sur Zoom. Alors, Sophie, bonjour Sophie. Est-ce qu'on met les années sur les vieilles expériences? Ou est-ce que c'est le même principe que le diplôme et du coup, on met juste expérience en tant que telle?
Alors oui, là, le truc, c'est que malheureusement, oui, parfois, en fait, il faut mettre les expériences l'année et jusqu'à la fin. Là, pour le coup, c'est un peu obligatoire. Autant sur le diplôme, on peut passer, mais là, il vaut mieux mettre 1990, 1996, etc. Ouais. Moi, je conseille de mettre le mois et l'année. Et j'en ai vu mettre le jour. Je vais, ah, ok, c'est précis. Alors, on a, dans la même veine, on a Séverine qui nous demande s'il faut mettre le nombre de mois pour une expérience longue. Non, mettez simplement janvier 2010, février 2018, aussi simplement. Ne vous embêtez pas. Alors, Lola qui revient aussi, donc Lola qui a travaillé en CDD et en CDI, mais sur le même poste au final, donc pas dans la même structure, bien sûr. Est-ce que ça gênera avec la chronologie? Alors après, je ne sais pas ce que tu en penses, Margot, mais est-ce qu'on est obligé de faire en ordre chronologique les expériences professionnelles? Alors, malheureusement, j'en ai qui ont essayé de faire par pôle de compétences et ça ne marche pas beaucoup, puisque les chasseurs de tête, ils sont assez durs de la tête et parfois, on préfère avoir un truc chronologique, en fait, de manière générale. En France, c'est très britannique de faire un CD par compétences et il n'y a que les startups un peu qui apprécient ça, parce qu'on s'en fout de la durée, ça ne veut rien dire, etc. Mais malheureusement, dans les entreprises classiques, il vaut mieux mettre une chrono, quitte à regrouper, comme le suggérait Elodie, vos 4 expériences que vous avez fait. C'était 4 expériences en CDD pendant 2 ans. Sous la même, vous mettez juste, vous quittez en entreprise, vous mettez conseil en comptabilité, vous mettez les 4 entreprises et comme ça, c'est réglé. Et si elle met conseil en comptabilité et les entreprises, elle peut mettre la date la date pour chaque entreprise. Ouais. Ou alors elle met conseil pour entreprise janvier 2010, janvier 2014, et ensuite elle met les 4 entreprises. Comme ça floute un peu. Et c'est pas dit que c'est des CDD. J'y pense, mais ne mettez pas si c'est des CDD ou des CDI, hein, ça on est d'accord. Hein. Sauf si, voilà, encore une fois, cas exceptionnel, vous avez eu 6 mois et vous sentez, encore une fois, qu'il faut que vous le précisiez, mais c'est pas obligatoire de préciser la nature du contrat. Ok. Alors, est-ce que c'est aussi valable pour tout ce qui est stage, volontariat en service civique, etc. Notamment pour les personnes. Ça, c'est mieux quand même. Ouais. Tout ce qui est stage, effectivement, tu as raison de le préciser. Merci, Elodie. Tout ce qui est stage, alternance, VIE, tout ce qui est hors dehors du CDI, du CDD, bien sûr, précisez-le. Merci, Margot. Donc, Lola te remercie. Parfait, elle a ses réponses. Donc, très bien, Lola, on est ravis. Alors, Sarah te remercie. Elle a une petite question. Elle a fait 4 mois dans un premier poste à 26 ans et depuis, elle est en arrêt de travail depuis 3 ans parce qu'elle est touchée par un cancer. Elle est actuellement toujours en poste. Donc, elle est en arrêt, mais toujours en poste, mais elle est en arrêt maladie. Elle a fait son entreprise actuelle. Et elle va peut-être retrouver un autre poste, mais sans détail sur le poste actuel, puisqu'elle est en arrêt maladie depuis 3 ans. Est-ce que ça va interroger un futur employeur? Si elle laisse en poste et depuis 3 ans sur ça, ou qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que ça ne va pas interroger, puisque techniquement, si ce n'est pas affiché sur votre CV, votre futur employeur ne peut pas savoir si vous avez été malade ou pas. Par contre, c'est juste vous par rapport aux compétences. C'est-à-dire que si vous avez passé 4 mois sur un premier poste et que 3 ans plus tard, vous étiez en congé maladie, peut-être qu'il va vous attendre sur des compétences qu'on est censé avoir après 3 ans. Et donc, dans ces cas-là, c'était plus vous par rapport à ça et par rapport à la confiance en vous et par rapport, mais si vous vous dites oui, c'est bon, il n'y a aucun problème, go, il n'y a pas de souci. Alors, Catherine est dans un grand groupe, son poste lui plaisait, mais elle ne l'aura plus en revenant. Elle a 46 ans, elle cherche un poste équivalent. Son entreprise est au courant de sa maladie, donc de son cancer, et ses collègues aussi. Qu'est-ce qu'elle doit mettre dans son CV et surtout, quoi dire dans un entretien? Donc là, ce sera un webinaire à part, Catherine, sur lequel on va revenir. Elle était manager de manager, Catherine. Donc, je ne sais pas dans quel secteur d'activité. Peut-être un peu Catherine, mais du coup, je pense que la question de Catherine, c'est qu'elle sait qu'elle n'aura plus malheureusement son poste quand elle reviendra. Donc déjà, pourquoi vous le savez, dans quel contexte? Est-ce qu'on vous l'a dit alors que vous êtes en arrêt maladie? Enfin, voilà, comment ça s'est un petit peu passé? Et qu'est-ce qu'elle doit mettre dans son CV par rapport? Est-ce qu'elle doit mettre en poste? Est-ce qu'elle doit mettre à la recherche d'un emploi ou pas? Comment ça, votre poste, il n'existe plus, Catherine? Je ne comprends pas.
Télécom, son poste n'existe plus. Je pense qu'il y a eu un réaménagement RH. C'est obligatoire pour eux de reproposer un poste équivalent. Oui, c'est ça. Techniquement, voilà. Quand il y a Dans les télécoms, on va peut-être laisser un petit peu, peut-être une minute à Catherine, le temps de bien préciser. Mais est-ce qu'on vous a reproposé un poste, Catherine, équivalent est égal à même niveau? Oui, voilà. Alors, peut-être pas parce que s'il y a une réorganisation interne RH, forcément, votre poste en tant que tel n'existe plus. Mais en tout cas, ce qu'on appelle un reclassement, ce qu'on vous a proposé un autre poste qui est à moins d'une heure de chez vous, on vous a licencié. Comment ça s'est passé? Pas encore, elle n'a pas encore postulé. Normalement, ils doivent vous reproposer un poste à moins d'une heure de chez vous. C'est c'est dans des accords branches souvent, mais c'est dans le code du travail aussi. Donc, ou alors, c'est un licenciement pour le coup, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder les textes de loi. Et c'est un texte de loi qui date de 2002 et l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement impliquant un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi de type équivalent. Voilà. Alors, Catherine a compris, elle nous remercie. Donc, peut-être vous nous tiendrez au courant, Catherine. N'hésitez pas sur un nouveau webinaire ou même là à nous dire ce qu'il en est. Est-ce que vous avez eu une proposition? Est-ce que vous êtes sûr que votre poste qu'il n'existe plus? Ou est-ce que c'est un peu des ragots entre collègues? Des ragots, c'est un mot que j'aime beaucoup. Mais voilà, est-ce que vraiment vous avez eu un courrier officiel de votre hiérarchie? Comment ça s'est passé, un entretien ou autre? Si vous êtes en arrêt maladie, comment vous l'avez su? L'émission a été redistribuée. D'accord, mais ça ne veut pas dire que votre poste, peut-être que du coup, on va vous proposer autre chose, surtout si ça se passait bien et vous disiez que voilà, vous appréciez beaucoup votre poste, donc je suis sûre que vous avez beaucoup de qualités que peut-être votre entreprise veut garder, mais sur un autre service ou sur de manière différente en tout cas. Donc vous étiez manager de manager, Catherine, si j'ai bien compris votre voilà, ok, très bien. Donc, vous nous tenez au courant si vous avez une proposition de reclassement, comment ça s'est passé, comment ça se passe, est-ce que vous avez un courrier officiel? On a un webinaire mercredi, il me semble, à 15h, avec un avocat, justement. Bon, c'est plus lié au Covid et au texte de loi et au décret qui est sorti là il y a quelques jours par rapport aux personnes qui sont touchées par le cancer et le droit du travail. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous en faire part. On sera ravis d'y répondre. Je vais essayer de participer à ces webinaires. Parfait, Catherine. Alors, on a également Séverine. Qu'en est-il au niveau des connaissances linguistiques et informatiques? Comment juger le niveau? C'est simple, vous avez 3 niveaux. Vous avez débutant, moyen, avancé, expert. Et en fait, c'est si jamais la question que vous devez vous poser pour identifier votre niveau, c'est si jamais on vous laisse seul face à un ordinateur, face à un client qui est anglais, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes capable de maintenir la conversation? Est-ce que vous êtes I don't speak English? Voilà. Aussi, par rapport au niveau informatique, souvent, c'est assez basique évidemment de se mettre en avant et de mettre avancé ou maîtrisé pour le pack office, par exemple, Excel, etc. Et il faut savoir que pour certains logiciels, dont Excel, vous pouvez avoir lors d'un entretien une mise en pratique. C'est-à-dire qu'on vous met sur un logiciel et vous devez faire telle ou telle formule ou telle demande, etc. Donc, si vous avez dit que vous maîtrisez le logiciel, il faut le maîtriser parce qu'évidemment, on peut toujours s'améliorer et on peut toujours apprendre. Mais pour le coup, comme Margot vous l'a dit tout à l'heure, il faut être vraiment en accord avec ce qu'on dit et pouvoir le défendre. Donc, je pense qu'aussi, Séverine, peut-être si votre question porte sur... parfois, il y a des petites étoiles ou voilà, quand on met 3, 4 ou 5 étoiles par rapport à l'informatique, le pack office, Internet, je ne sais pas, Canva, par exemple, ou des logiciels un petit peu plus Paint, etc. Voilà, il faut vraiment aussi savoir ce qu'il en est. Je vois qu'il est 16h, donc je pense qu'on on a eu beaucoup de questions. C'était très riche, mesdames. Merci beaucoup. Du coup, je voulais remercier Margot pour sa pédagogie et son enthousiasme chaque semaine. On la retrouve très rapidement. Merci beaucoup, mesdames. Alors, dernière question, Christelle. Est-ce que les anciens logiciels que nous utilisons doivent être écrits dans le CV ainsi que dans un autre groupe? Est-ce que les anciens logiciels qu'elles utilisaient il y a quelques années ou il y a une dizaine d'années et que par contre on n'utilise plus, est-ce qu'on doit les mettre sur le CV ou pas?
S'ils sont pertinents, oui, sinon ça ne sert à rien. Merci beaucoup à toutes, mesdames. Donc, là, le support peut vous être envoyé si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Je répète, contact.bordeaux@maisonrose.fr. Merci beaucoup à vous. On vous dit à très bientôt. On a des webinaires toute la semaine. L'atelier vous a été offert par Rose Up Association qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. Belle semaine. À très bientôt, Margot. Au revoir. Merci beaucoup, Élodie. À très bientôt. Au revoir. J'adore.